française, est destinée à notre mission africaine du Bénin, à la mémoire de sœur Pascalina Tosi. Que le Seigneur soit avec nous, jour après jour, jusqu'à la fin de notre chemin, dans la foi, dans la joie et dans la lumière de la vérité, selon l'esprit de Frédéric Albert. Présentation. Voici quelques pages qui mettent en évidence des aspects et moments de la vie de Frédéric Albert. Si nous lisons ce petit texte, si nous observons les dessins dans tous ses détails, nous comprendrons qu'il n'existe aucun conflit ou fracture pour Frédéric Albert entre l'action et la contemplation, entre l'homme et le prêtre, entre le théologien et le curé d'un village de montagne. Sa dimension était une dimension solide, sereine, dynamique, qui augmentait et renforçait ses qualités et ses aptitudes naturelles. En se confiant à un ami, dans un de ses nombreux moments difficiles, il lui écrivait « Je n'ai point de charité, mais ma foi est immense. » En réalité, il avait l'une et l'autre. Son humilité vécue et ressentie comme vérité le portait à mettre toujours à la première place Dieu, sa bonté, sa providence. Et c'est pour cette raison qu'il réussissait à accueillir et comprendre tous, à aimer et aider tout le monde. Sa vie tout entière de l'abbé Albert se passe entre ces deux pôles, Dieu et l'homme. Les faits grands et petits de son existence nous le confirment. Certainement, le recueil de témoignages de Maria Pia Albert et la biographie de José Cotino, révisée par Franco Peradotto, ainsi que les publications de la Société historique des vallées de l'Anzo, nous permettraient de connaître davantage Frédéric Albert, dans le contexte historique de son temps. Le profil que nous a tracé sœur M. Francesca Facta et la biographie de Antonio Alessi sont aussi des documentations chaleureuses, vives et toujours actuelles. Toutefois, les pages que nous présentons, rédigées par une commission de sœurs albertines et illustrées par Musio à l'occasion du 10e anniversaire de la béatification, sont une agréable lecture pour connaître la spiritualité de l'abbé Albert et étendre l'horizon spirituel de notre vie concrète pour mieux vivre l'Église. La mère générale Frédéric, un garçon comme tant d'autres, vif et intelligent, rien en lui laissait prévoir une prédisposition particulière au futur qui l'attendait. Au contraire, tout laissait croire que la carrière militaire fut son ambition personnelle autant qu'une tradition de famille. Dans la ville de Turin, en 1830, fermentent déjà les futurs changements du Risorgimento, et un groupe de garçons se défoule en jouant à la guerre avec des épées en bois sur le gazon de la voisine place d'Armes. Parmi eux se trouve Frédéric Albert, fils du général de l'état-major. Son initiative, sa créativité, sa promptitude en font le chef indiscutable de toutes les batailles. Au carrefour école militaire oui, école militaire non, le père envisage pour son fils la prestigieuse carrière militaire. Frédéric a déjà 15 ans et les démarches pour entrer à l'école militaire sont en cours. Mais un jour qu'il se trouvait en prière devant l'autel du bienheureux Saint Valfray, il sent naître en lui l'irrésistible appel du sacerdoce. La sévère discipline de l'école militaire ne lui déplaisait pas. Il avait toutes les qualités pour devenir un soldat hardi et fidèle, prêt à donner sa vie pour la patrie et le roi. Mais ces mêmes idéaux, transformés et élevés dans un contexte de foi, deviendront par la suite de puissants instruments d'hardiesse et d'immense dévouement humain et chrétien. Sa décision est résolue et consciente. C'est ainsi que Frédéric voulut mettre sa vie au service d'une patrie différente, beaucoup plus grande, avec un idéal de liberté et de justice, basé sur une vision de la vie et une fraternité évangélique. Il deviendra prêtre, et non pas soldat de Sa Majesté le roi de Sardaigne. Pendant les années de sa préparation, il prend conscience jour après jour de ce que signifie être prêtre, et il le deviendra sans limite ou demi-mesure. Prêtre et aumônier à la cour. Né le 16 octobre 1820, Frédéric fut ordonné prêtre en juin 1843, lorsqu'il n'avait pas encore 23 ans. Il effectue son service d'aumônier à la cour de Savoie, de 1847 à 1852, s'alternant avec ses collègues pour assurer les offices à la chapelle du Saint-Suaire, à la chapelle privée du palais et celle du château de Moncalieri, où la famille royale se rendait pendant l'été. À la cour, la vie mondaine ne le toucha point. Par contre,
Il connut la souffrance intérieure à cause de graves différends que le roi Vittorio Emanuele avait avec les autorités religieuses. Malgré le fâcheux désaccord qu'il y avait entre le gouvernement et l'archevêque de Turin, Frédéric réussit à éviter toute polémique à ce sujet, ignorant la politique et restant uniquement un prêtre attentif aux devoirs de sa mission. Tout cela même si, appuyant les idées de Cafasso, il trouvait justifier certaines réformes soutenues par les libéraux, et pensait qu'une excessive intransigeance était la cause des positions adverses et des conflits qui généraient tant d'amertume. Il fut nommé adjoint au curé de la paroisse S. Carlo à Turin, presque dans la même période. L'intelligence de son âme et la délicatesse de ses manières sont évidentes. Mais c'est surtout la sincérité de son langage, propre d'un homme sans compromis, qui suscite l'admiration et l'estime de Vittorio Emanuele II. Et si dans le milieu de la cour, par certains moments, on désapprouva la trop grande sincérité du jeune prédicateur, le roi en personne, lorsque l'abbé Albert fut nommé vicaire épiscopal de Lanzo, en le saluant, lui dit « Vous au moins, vous m'avez dit la vérité, sans aucun égard. Vous avez toujours fait votre devoir. Priez pour moi. » Sensibilité et ouverture envers les derniers. La richesse de son âme n'est pas étouffée par le milieu de la cour, augmente en lui l'exigence de se dévouer aux nécessiteux et aux pauvres de toutes sortes, que l'on voit nombreux dans les rues et dans les maisons de Turin de l'époque. C'est l'époque